Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous savez, on en a déjà amplement discuté, surtout ce matin. Les communautés de fans se multiplient, voire se banalisent sous l'influence des médias sociaux numériques qui facilitent le développement de pratiques spectatorielles créatives. Pardon? Ah oui, pardon. Donc, et l'imbrication de diverses pratiques de visionnement connecté favorise évidemment le développement de forts liens affectifs avec les productions médiatiques et sérielles, mais plus encore, les pratiques créatives et discursives qui sont médiatisées en ligne deviennent partie intégrante des récits que l'on consomme à l'ère des plateformes, contribuant ainsi à brouiller davantage les frontières entre texte et pratiques spectatorielles. Donc, l'étude de cas dont nous allons vous parler aujourd'hui visait à documenter la manière dont les pratiques spectatorielles et créatives reliées à une série télévisée se reconfigurent à l'ère des plateformes numériques. Et nous voulions voir comment se constituent des communautés interprétatives dont l'influence, vous le verrez, sur la culture populaire ne saurait être minimisée. Donc, nous présenterons les résultats d'une récente ethnographie qui visait à analyser les différentes communautés de fans et d'anti-fans qui se sont formées en ligne autour d'un cas très médiatisé, celui de la série originale d'Amazon Prime Video, The Rings of Power. Donc, effectivement, on a décidé de s'attarder à ce cas-là en raison, vous en avez peut-être entendu parler, de la controverse du backlash qui a suivi l'annonce de la distribution de l'émission, qui est en fait constituée d'individus issus des diversités ethno-raciales, ethno-culturelles. Et donc, évidemment, la présence de ces individus-là dans une production médiatique comme Rings of Power implique nécessairement que l'émission est devenue woke, donc porteuse de certains... qui inclut en fait certains enjeux de justice sociale qui, pour certaines personnes, n'ont pas leur place à la télévision. Et donc, en fait, ce qui nous intéressait, c'est que la controverse autour de la série a permis le développement de nombreuses communautés interprétatives, chacune qui va essayer de critiquer ou de défendre la série à sa manière. Donc, pour nous, c'était vraiment un cas qui était particulièrement instructif pour mieux comprendre comment se forment les diverses pratiques créatives et discursives des publics à l'ère des médias sociaux. Et donc, vous doutez certainement qu'on s'insère avec notre projet dans les études de fans. Donc, les études de fans qui ont servi un peu au renouvellement des études de réception. Un champ d'études qui s'est institutionnalisé dans les années 90. Vous verrez à l'écran que 92 a été une grosse année pour les études de fans avec les travaux d'Henry Jenkins, Camille Bacon-Smith et Liza Lewis. Donc, en fait, ce que ça a permis de démontrer, les études de fans, c'est que la réception n'est pas seulement un acte de création de sens. Ce que ça implique, c'est que les études de fans permettent de penser la quotidienneté des pratiques de socialisation, d'identification et d'engagement face à une production médiatique donnée. Et la méthode privilégiée pour ce faire, c'est l'ethnographie ou, comme dans notre cas, l'ethnographie en ligne. Et donc, finalement, ce que ça nous montre, les études de fans, c'est que la réception est toujours performative et qu'elle a des conséquences à la fois matérielles et comportementales. Alors, pour vous dire quelques mots sur notre méthodologie, donc en fait, ce qu'on a fait, c'est une ethnographie, donc une ethnographie en ligne, plus précisément une observation non participante sur diverses plateformes, plus précisément Twitter, anciennement Twitter, X, YouTube, TikTok et Reddit. Et comme je mentionnais, c'est vraiment une observation non participante, donc une forme d'immersion en ligne ou de lurking qu'on a fait, précisément de manière à se familiariser avec les diverses communautés qui se formaient en ligne autour de Rings of Power. Et donc aussi, par la suite, on a essayé de recenser différents discours de manière à parvenir à une typologie. On a donc utilisé des mots-clés comme Rings of Power Controversy, Rings of Power Backlash, Rings of Power Racism. Et tout cela, évidemment, en plus d'une analyse de discours, on a aussi donc procédé à une analyse multimodale en intégrant donc à notre recherche les créations des fans et anti-fans, donc des vidéos, des memes qui ont été produits en grand nombre. Et comme vous le verrez, ça nous a permis d'identifier 17 postures interprétatives. Et notre but était vraiment d'essayer de mieux comprendre ces postures interprétatives-là, plutôt que de rester simplement dans une approche quantitative, pour essayer de déterminer, par exemple, quelle serait la posture la plus populaire. On voulait vraiment voir comment s'articulaient finalement différentes formes de relations entre toutes les factions. Et donc, vous douterez que comme on s'intéressait à un cas
avec un énorme backlash, nécessairement, on est face à beaucoup de postures qu'on appelle antifaniques, donc qui sont liées au concept d'antifan. Là, je vous dis ça, peut-être que ça veut absolument rien dire pour vous, et même si vous lisez souvent là-dessus, peut-être que vous trouvez que c'est pas super clair comme concept. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est rapidement un antifan. Donc, c'est un concept qui a été créé en 2003 par Jonathan Gray dans sa typologie des fans. En fait, pour lui, l'antifan à ce moment-là, c'était le contraire d'un fan. Super facile à dire comme ça. Donc, quelqu'un qui s'oppose à un texte ou à un genre médiatique pour diverses raisons. Et là, je dis diverses raisons, d'où le problème du manque de clarté dans le concept d'antifan. En fait, c'est que tout et n'importe quoi peut être rentré à partir du moment où on s'oppose à quelque chose dans le concept d'antifan, ce qui est pas super pertinent quand on essaye d'aller chercher la complexité d'un concept. Et donc, justement, oups, là, la mise en page n'est pas superbe, mais dans ses travaux plus récents, Gray, en fait, ce qu'il a constaté, c'est justement, il est venu lui-même rejeter ses propres travaux en disant qu'effectivement, il y a un manque de nuances dans le concept d'antifan, à la fois au niveau des pratiques, des motivations et des affects. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a essayé d'aller creuser avec cette première partie-là des résultats, d'aller essayer de chercher justement c'est quoi ces différences-là, ces subtilités-là dans les diverses communautés d'antifans. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de faire ça vite parce que juste 20 minutes avec 17 communautés interprétatives, c'est dense. Donc, première communauté d'antifans, donc ceux qui se positionnent en tant qu'experts de Tolkien ou de Lord of the Rings, pardon. Donc, ils vont utiliser des explications détaillées de l'univers de Tolkien comme preuve de la légitimité de leur interprétation, comme si pour eux, l'œuvre avait seulement le sens que eux leur donnent. Donc, c'est comme si l'œuvre n'était pas polysémique pour eux, elle est monosémique. Et justement, ces individus-là vont aussi avoir une vision qui est blanche et eurocentrique de l'œuvre. Assez limité, merci. Donc, on a ensuite les antifans justement reliés à ce point-là, les antifans qui se disent ouvertement favorables à la diversité, mais qui estiment que Rings of Power est une représentation irrespectueuse des intentions de Tolkien. Tolkien, qui, peut-être que vous le savez, peut-être que non, voulait créer une mythologie anglaise avec Lord of the Rings. Donc, nécessairement, pour certaines personnes, qui dit mythologie anglaise, dit mythologie blanche, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ensuite, les antifans qui s'opposent tout ce qui est au politically correct ou à la diversité forcée, ironiquement, position défendue par des personnes racisées et des femmes. Donc, ils vont se dissocier d'un mouvement plus large qui appelle à des représentations plus diversifiées dans les médias. Évidemment, c'est une position qui est hyper complexe, qui montre peut-être aussi les lacunes de l'ethnographie en ligne, en ce sens où on ne peut pas nécessairement aller voir nécessairement c'est quoi leurs intentions dans leurs propos. Donc, oui, c'est complexe parce que ça peut être interprété comme étant une posture qui est conservatrice, mais aussi comme un désir de remettre en question les discours normatifs sur la diversité ou encore de critiquer les tentatives opportunistes des conglomérats médiatiques d'inclure la diversité dans le seul but d'attirer l'attention des publics. Donc là, on a un exemple ici à l'écran, un commentaire YouTube, si je ne m'abuse. Donc, as a young black man, it wasn't a big deal to me that there wasn't a black character in Lord of the Rings. I'm convinced I never even noticed it as many times as I've watched it. I can assure the majority of black people don't give two figs about such things. C'est la slide d'après, il y a un autre exemple qui un petit peu plus réactionnaire, on pourrait dire, dans la manière que c'est formulé. Donc, artist condemns the Rings of Power for forced diversity. Normal people still exist. Sans commentaire. Ouais, ça fait, c'est pas le fun à lire, bref. Donc, on a ensuite les antifans qui s'opposent à la diversité de la série pour des raisons clairement politiques et idéologiques. Donc, des individus qui vont adhérer au mantra « Get woke, go broke », qui vont proliférer des idées d'extrême droite et masculinistes. Et là, on a le magnifique exemple en bas à droite du mime d'ici d'un orc qui s'identifie comme une lesbienne non-binaire pro-choix. Ce qui est intéressant ici, et malheureusement intéressant, c'est l'utilisation de l'image d'un monstre pour représenter une identité non normative, qui est aussi en fait une utilisation de la culture populaire pour véhiculer des idées conservatrices et réactionnaires. Ensuite, on a évidemment les antifans qui ciblent explicitement Amazon en tant que géant médiatique avide, donc qui fait partie des GAFAM, qui est une posture assez légitime, je peux comprendre. Par contre, on a ensuite la sixième catégorie, qui est la version extrême du numéro 5, qui est en fait les antifans qui vont adhérer à des points de vue conspirationnistes. Donc, qui ont une méfiance à l'égard des entreprises médiatiques qui viseraient à désinformer et à manipuler le public avec leur contenu, ou encore leur stratégie marketing, et qui vont se victimiser
pour exprimer ce dédain-là et cette conspiration-là. Par exemple, avec les théories Hollywood et du grand remplacement, où en fait le but, ce serait de remplacer toutes les personnes blanches, cis, hétéros, hommes, par des gens issus de la diversité. Ensuite, on entre dans les postures interprétatives d'antifanes qui s'opposent directement à la qualité du texte par différents moyens. Donc, pour commencer ici, on a les antifanes critiques de la qualité de l'œuvre, qui présentent leur interprétation comme des faits. Et en fait, ces antifanes-là estiment qu'ils ne devraient pas être qualifiés de racistes ou de misogynes. Ce qui est possible, en fait, c'est possible de ne pas aimer Rings of Power sans nécessairement être misogyne ou raciste. C'est correct, vous avez le droit de ne pas aimer Rings of Power, je ne vais pas vous dire le contraire. Par contre, ce que Jonathan Gray va amener dans son livre « Dislike-Minded », c'est justement qu'il y a certains textes médiatiques qui servent de substitut pour détester des groupes de personnes. Donc, c'est pas impossible ici que l'objectif soit de dévaloriser Rings of Power, non pas pour son traitement narratif de l'œuvre de Tolkien, mais vraiment pour la diversité de sa distribution. Mais encore une fois, la lacune de l'ethnographie en ligne ici, c'est... on n'a pas vraiment la réponse. Ensuite, on a la catégorie numéro 8, les antifans qui discréditent les créateurs de la série et ses fans. Donc, des antifans qui se présentent souvent comme étant des fans authentiques de Tolkien. Donc, ça, c'est une dynamique d'exclusion qui revient souvent dans les communautés de fans. Donc, moi, je suis un vrai fan de Tolkien. Donc, toi, ton opinion n'a aucune valeur. C'est aussi des individus qui ont tendance à délégitimer le travail des showrunners en raison de leur statut de non-fan, parce qu'évidemment, ça, c'est un drame. Quand on s'intéresse à des émissions comme de science-fiction, fantasy, peu importe, si la personne qui est en haut de cette pyramide-là, de gens qui s'occupent de l'émission, n'est pas fan de l'œuvre, on a un problème. Ce qui montre aussi, en fait, que les dynamiques d'exclusion entre les différentes factions, les différents sous-groupes d'une communauté, ça inclut aussi l'équipe de production. On a aussi le numéro 9, qui est un cas super simple d'antifans qui critiquent la qualité du texte, mais ne justifient pas leurs propos. Et là, on a un bel exemple ici d'un TikTok que je vais vous faire jouer à l'instant. C'est intéressant parce que ça veut absolument rien dire. C'est hyper subjectif. Ah oui, c'est vrai. Oh, non, on ne répond pas la vidéo. Non! Juste parce que je sais que vous avez aimé ça. Finalement, dernière catégorie d'antifans, c'est les antifans qui s'opposent au paratexte des fans et du cast, donc la distribution. La majorité des gens qui vont se retrouver dans cette espèce de catégorie-là, c'est des individus qui se sont offusqués d'une déclaration qui a été faite par la distribution de Rings of Power, qui ont condamné le racisme vécu par les comédiens et comédiennes racisés de l'émission. Oui, puis en fait, tout comme les antifans masculinistes et racistes de qui je parlais plus tôt, ces gens-là vont aussi se placer en position de victime. Dans le fond, c'est comme si les vrais fans se font attaquer par la distribution. Et là, je vais vous donner un bel exemple encore, qui est tout aussi déprimant. Là, je pourrais passer un bon 15 minutes juste à décortiquer cette vidéo-là, qui est juste un mini extrait d'une vidéo de comme 5-10 minutes, qui est insupportable. Ce que je voulais mettre de l'avant ici, c'est non seulement l'aspect victimisation, comme vous osez attaquer vos fans, mais aussi toute la nature genrée de l'opposition entre fans et anti-fans.
En fait, en utilisant la voix de Galadriel, il y a vraiment cette idée-là de rire de la voix des femmes dans les communautés de fans. Puis là, je veux pas trop prendre de temps là-dessus, mais il y a vraiment l'idée d'une double stigmatisation des femmes dans les communautés de fans qui sont à la fois un genre en position de minorité dans les communautés de fans, mais qui sont aussi, d'un point de vue social, les fans n'ont pas nécessairement... Comme oui, de plus en plus, c'est comme un rôle social, disons, qui est mainstream, mais ça reste quand même nécessairement un effet de stigmatisation aussi. Donc ça, je pense que c'est important de le nommer. Puis finalement, en fait, ces individus-là ont vraiment tendance à se présenter comme étant raisonnables et intelligents, prouver leurs points parce qu'eux ont travaillé un peu en télévision, pour s'opposer à des fans ou à la distribution qui vont être dépeints comme étant sensibles et évidemment woke. Donc ça fait le tour pour les anti-fans. Oups, ça n'a pas changé. Voilà. Alors, évidemment, nous retrouvons aussi une bonne part... Je m'en occuperai parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois proche du micro. Okay. Donc, évidemment, on trouve aussi une bonne part de commentaires positifs en ligne, heureusement. Alors, il y a plusieurs autres internautes qui peuvent, en effet, être, à juste titre, perçus comme des fans de la série, étant donné les commentaires positifs qu'ils ont publiés, ainsi que leur défense de l'œuvre, de ses acteurs et de son équipe. Par exemple... Donc, il y a de nombreux fans qui se positionnent, eux aussi, en tant qu'experts de Tolkien, mais afin de soutenir que la série serait fidèle à l'histoire et ou qu'elle respecterait les opinions de Tolkien. Et pour ce faire, ils vont se référer à des éléments très précis de la diégèse de Lord of the Rings. Ils vont citer des passages de l'un des livres, voire des interviews de Tolkien, notamment le fait qu'il a mentionné à plusieurs reprises sa mentalité anti-apartheid, pour prouver que la série serait une adaptation fidèle. Et ces commentaires s'inscrivent en fait dans une stratégie qu'on pourrait appeler de démystification qui vise donc à invalider les commentaires des antifans en s'appuyant sur diverses sources d'informations. Mais en plus de fonctionner comme une stratégie de légitimation de la série, on pourrait considérer que cette posture-là permet aussi de délégitimer les antifans eux-mêmes qui sont accusés de ne pas connaître suffisamment l'œuvre de Tolkien, voire de mentir lorsqu'ils affirment l'avoir lu. Dans d'autres cas, il y a des fans qui vont défendre une vision positive de la série en se concentrant spécifiquement sur les qualités textuelles de l'œuvre. Donc, ils vont louer, parler positivement de certains aspects spécifiques de la production, par exemple la qualité des images de synthèse, la complexité narrative ou le jeu des acteurs-actrices. Et d'autres vont même se concentrer plus spécifiquement sur la diversité du casting, évidemment, en défendant la série sur la base précisément de son caractère inclusif. Donc, ils vont développer des arguments pour montrer que ce que les antifans considèrent comme le bon vieux temps, l'âge d'or d'Hollywood, bien, c'était en fait une époque où Hollywood était caractérisée par des stratégies de discrimination extrêmement importantes. Donc, pour les fans, au contraire, le fait de vouloir proposer une vision plus inclusive, ce ne serait pas de la diversité forcée, mais plutôt une tentative d'améliorer la représentativité du contenu qui est offert par les séries télévisées à l'ère des plateformes. Dans une visée différente, alors posture, voilà, je passe à la prochaine. Il y a aussi en fait donc d'autres fans qui tentent de minimiser l'importance de la diversité dans Rings of Power pour essayer donc, je dirais, de dévier l'attention et de se concentrer sur d'autres aspects de la production. Donc, ce sont des fans qui vont tenter de recadrer les discussions autour de la série et de désamorcer la controverse qui sévit autour de la diversité du casting. Donc, et ce qu'on trouve intéressant avec cette posture-là, c'est que ça montre que la différence entre les fans et les anti-fans n'est pas toujours reliée à une interprétation radicalement différente de la série. Parfois, c'est simplement une question d'attribuer une valeur différente à la même variable. Donc, dans ce cas-ci, on voit qu'il y a certains fans qui disent bon, la diversité et l'inclusion dans la série, je m'en fous un peu, mais donc ils vont accorder une moins grande valeur au caractère inclusif de l'œuvre comme variable pour leur interprétation que les anti-fans. Et finalement, ce qui nous a beaucoup intéressés aussi, c'est que parmi les fans, les anti-fans eux-mêmes prennent une place très importante. Donc, en fait, il y a beaucoup de fans qui ne se concentrent pas sur la série en tant que telle dans leur discours, mais plutôt sur les anti-fans eux-mêmes qui deviennent en quelque sorte le texte à interpréter. Donc, et là, ce qu'on a vu, c'est que ces fans-là, ensuite, se distinguent. Donc, on peut les diviser en 3 catégories en se basant sur la tonalité affective globale de leur message. Donc, premièrement, il y a ceux carrément qui vont se moquer des anti-fans.
ceux qui vont pratiquer une forme de solidarité transmédiatique et finalement ceux qui vont exprimer avec colère leur indignation face aux expressions manifestes de racisme et de sexisme de la part des antifans. Donc, dans le premier cas, et vous avez ici donc notamment le mime en haut à droite. Donc, dans le premier cas, les fans vont adopter un ton humoristique qui vise à désamorcer les critiques acerbes des antifans en soulignant l'absurdité de leur réaction épidermique face à la simple présence de personnes racisées et de femmes dans la série. Cette tendance à ridiculiser les antifans est également largement exploitée, comme je le disais, via la production de memes. Par exemple, et là j'attire votre attention, celui en bas, il y a un meme qui a largement circulé, qui répond aux critiques négatives concernant la représentation d'Elrond dans Rings of Power, que de nombreux antifans considèrent comme trop différent du livre ou carrément efféminé. Et là, on compare ici la série au livre pour montrer à quel point, oh mon Dieu, c'est terrible, la représentation télévisuelle diverge donc de la représentation littéraire. Dans d'autres cas, il y a des fans qui vont tenter justement d'invalider les commentaires négatifs des antifans concernant Rings of Power et ses acteurs, mais comme je le disais, plutôt en créant une forme de solidarité transmédiatique, c'est le terme qu'on propose, en rappelant les nombreuses similitudes qu'il y a eu entre les formes d'harcèlement subies par les acteurs de Rings of Power et ceux d'autres franchises telles que Star Wars. Et finalement, il y a un nombre important de fans qui critiquent les antifans en exprimant leur indignation face à la multitude de commentaires intolérants qu'on trouve en ligne et dans de nombreux cas, en les accusant explicitement d'être racistes. Donc, je cite quelques commentaires. « You're a bad Tolkien fan and also stupid ». Voilà. Ou évidemment, vous en avez ici un exemple en haut à gauche, mais il y a aussi, donc parfois la rhétorique incendiaire, comme vous le voyez, des antifans est explicitement associée à la résurgence de l'extrême droite, comme lorsqu'un fan accuse un antifan d'avoir, je le cite, agité le drapeau confédéré avec sa publication. Donc, comme vous voyez, avec cette étude-là du cas hyper médiatique de Rings of Power, notre objectif était de comprendre les subtilités et la diversité des interprétations et des réactions, autant des fans que des antifans autour d'une série. Et ce que notre analyse a permis de montrer, même si on est encore au début, on pourrait dire c'est un work in progress, c'est que la situation est vraiment complexe et nuancée. Les communautés interprétatives défendent des interprétations parfois fort différentes de la même œuvre, mettent l'accent sur des aspects différents de la série, voire se mêlent à d'autres factions par moment. Et ce qu'on voulait faire aussi, comme je mentionnais, c'est de prendre davantage en compte les memes et les vidéos comme matériaux discursifs absolument centraux pour la constitution des communautés interprétatives en ligne, puisqu'ils contribuent de manière importante à la viralité des discours et au recrutement d'autres fans et antifans. L'étude des memes est d'autant plus intéressante, ou des mèmes, est d'autant plus intéressante que, comme le souligne François Jost, derrière leur simplicité communicationnelle se cache une grande complexité, une diversité de postures rhétoriques qui est aussi influencée par les plateformes sur lesquelles ils circulent. Alors, par exemple, je vais quand même assez rapidement, la posture 5 dont on a parlé des antifans, vous voyez ici donc, où on cible Amazon et les GAFAN, parfois mène à des formes d'intertextualité, mobilisées à des fins, afin de lire la série d'une manière, on pourrait dire quand même assez dénotative. Parfois, on trouve au contraire donc un recours à l'humour, au cynisme et à la moquerie à des fins de délégitimation de la série, mais aussi, comme vous pouvez voir avec ces exemples-là, on se retrouve vraiment avec une rhétorique qu'on pourrait dire d'amplification, voire de surdramatisation. Hein. Donc, c'est carrément la mort qui attend l'univers de Lord of the Rings. Même chose dans d'autres cas, par exemple avec la posture 8, avec la délégitimation des créateurs, on se retrouve fréquemment avec des arguments ad hominem, voire la mobilisation de stéréotypes sur ce que représenterait une personne qui s'intéresse à la diversité, comme vous pouvez voir ici à l'écran. Et on retrouve aussi, vous voyez, encore une fois, d'autres postures, d'autres rhétoriques, notamment avec plusieurs memes de femmes, comme j'ai montré tout à l'heure, qui appellent carrément au ridicule. Alors, les pratiques des fans, comme vous voyez, sont vraiment pas seulement des textes, mais aussi des actes qui ont de réelles implications sociales. Et c'est ce qu'on voulait montrer aussi avec notre recherche, puisqu'il importe de le souligner, certaines critiques visent aussi à instrumentaliser la série afin de promouvoir une idéologie suprémaciste, sexiste et ou xénophobe, telle que la théorie du grand remplacement. Et nous en avons trouvé de nombreux exemples. Alors, on a constaté notamment que TikTok, Reddit, YouTube fonctionnent souvent comme vases communicants
pour aider à la diffusion d'un message d'extrême droite. Et il importe aussi de le souligner parce que donc, plusieurs des critiques négatives vont souvent servir à donc, ramener les gens sur certaines chaînes YouTube populaires, telles que celle de Nerdrotic, de Critical Drinker ou de Paul Chatto. Et là, je cite ici le site Rewriting Replay, donc, qui mentionne que ces 3 chaînes YouTube-là, depuis plus de 5 ans, ont constamment profité du fait de cibler les personnes de couleur et les femmes dans les grandes franchises cinématographiques, souvent sous le couvert de la critique des fans. Fin de la citation. Et donc, en terminant, alors je sais que c'est peut-être un peu petit, mais c'est le tableau qu'on a ensuite créé de manière à schématiser les 17 postures interprétatives qu'on a trouvées. Et comme vous voyez, on serait ravis d'en discuter avec vous. Tout ça amène encore aussi beaucoup de questions qui restent en suspens. Ça a amené beaucoup de questionnements de notre côté sur la manière dont nous, chercheurs, chercheuses, devrions nous positionner face à ce type de phénomène et sur la manière de le documenter. Donc, et ce qui nous importe quand même à faire ressortir comme message, c'est l'importance de demeurer vigilant et vigilante à l'égard des rapports de pouvoir qui se forment parmi les publics de séries télévisées et notamment via la mobilisation des plateformes. Mais comme je disais, beaucoup de questionnements qui restent en suspens lorsqu'on est en fan studies. Notamment, on se posait la question, devions-nous donner une tribune au discours des antifans? Est-ce que c'est une bonne idée de les citer dans les travaux de manière à, donc, à mettre en lumière ces pratiques-là et l'importance qu'elles occupent en ligne? Ou au contraire, est-ce que justement c'est de leur donner une tribune et de leur donner une voix supplémentaire? Donc voilà, donc ça montre, bien évidemment, je ne sais pas si tu veux petit mot de la fin, mais... Je pense que ça fait le tour. Ça fait pas mal le tour, mais voilà, comme on disait, donc un travail encore en cours. Alors, on serait ravis d'avoir vos commentaires et suggestions. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous propose que nous prenions 1 ou 2 questions pour expliquer le Je pensais que c'était à la fin. Désolée. Puisque vous nous lancez sur Oui. l'échange. Alors, je crois que le micro fonctionne, sinon peut-être que vous m'avez... Je vais aller juste à côté de Discussion tête à tête. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Ça ne me semble pas du tout embryonnaire, ça me semble assez avancé comme travaux. Félicitations. J'écoute ces présentations-là, puis je me dis, on est comme dans un monde bizarro où la wokeness suscite plus d'indignation que l'intimidation, la violence envers les gens. C'est vraiment particulier. À l'époque du Gamergate, il y a des journalistes qui avaient chiffré les Cultural Wars. On avait montré justement avec des chiffres de upvoting ou le nombre de partages de tweets qui gagnait la guerre culturelle et les travers de cette guerre culturelle-là, c'est-à-dire qu'on accusait les journalistes de copiner avec les woke, encore les maudits woke, pour rendre visibles des jeux woke. Et les tweets haineux n'étaient pas dirigés vers les journalistes en question qui étaient soupçonnés d'avoir rendu visible le péril woke, mais contre les femmes qui ont fait des jeux woke, alors qu'on accusait les journalistes de graves fautes déontologiques. Est-ce qu'on a chiffré, est-ce que vous avez chiffré dans vos recherches justement le partage? Qui gagne cette guerre culturelle-là actuellement? Est-ce que les anti-fans de anti-fans prennent plus de place? Est-ce que la dérision envers les anti-fans est en train de faire une vague inverse? Ou c'est comme à l'époque du Gamergate, ce sont les fans toxiques et haineux qui ont le plus de visibilité sur les médias actuellement? Je peux me lancer dans une réponse. On n'a pas chiffré parce que en étant sur plusieurs plateformes, je pense que ça aurait été vraiment compliqué d'une part. Puis en même temps, c'était justement l'idée d'aller creuser cette complexité-là dans la réception et non pas nécessairement d'aller essayer de comprendre la guerre culturelle qui est derrière tout ça. Mais en fait, mon impression, comme ma thèse porte sur les antifans, justement, un peu ce qui a suivi le Gamergate avec, disons, Line envers Star Wars, Ghostbusters, Doctor Who. Puis mon impression, c'est que ces gens-là sont pas si nombreux que ça, mais prennent vraiment beaucoup de place. Mais quantifier ça, je veux dire, ça serait... on dirait que j'ai de la misère à m'imaginer comment le faire. Je sais pas si... Oui, ben,
Effectivement, c'est sûr que, bon, même si ce n'était pas notre objectif de quantifier, c'est sûr et certain que plus on avançait dans la recherche, plus on se disait, bon, parfois les chiffres amènent un poids argumentatif. Bon, peut-être que la prochaine étape, ce serait donc de procéder à un moissonnage de données, ce qui évidemment prendrait un certain temps, mais ça pourrait fort probablement être utile. Mais en effet, je pense que je dirais aussi une des complexités qu'on a eues en faisant cette recherche-là, c'est aussi qu'il y a certains discours, certaines productions, certaines vidéos auxquelles on a eu accès et ensuite le compte est devenu privé. Ouais. Parce qu'évidemment aussi, il y a du harcèlement. Alors, par exemple, il y avait un extrait que je voulais absolument vous présenter aujourd'hui et le compte TikTok est devenu privé. Alors, donc, je n'ai pas pu aller chercher la vidéo et on respecte le droit. C'était justement un fan de la série qui a probablement reçu beaucoup de commentaires haineux par la suite. Mais une chose est sûre, donc c'est ça, je pense que d'un point de vue quantitatif, mon hypothèse, c'est qu'en effet, il y a les textes de fans et de gens qui défendent la série sont plus nombreux, mais les anti-fans prennent beaucoup, beaucoup de place et vont leurs discours vont devenir particulièrement viraux. Ils vont être davantage, ce sont des messages qui vont être davantage reproduits et à un point tel que, par exemple, aussi, si vous cherchez sur Google Images et vous écrivez Rings of Power, Diversity, ce que vous allez trouver, c'est surtout des memes et des images qui ridiculisent la diversité dans Rings of Power plutôt que de la valoriser. Donc, oui, mais ça montre qu'il y a encore... il y a du travail à faire. Ouais. Ça montre aussi à quel point, comme en tant que société, je pense qu'on a vraiment tendance à peut-être trop s'intéresser à ce genre de discours-là hyper négatif. J'ai l'impression que ça fait couler de l'encre, donc nécessairement, ils vont prendre plus de place. Fait que ça serait peut-être d'essayer de mettre la visibilité, disons, par les médias traditionnels, mettre la lumière sur les discours de fans qui essayent de mettre de l'avant la diversité versus de la confronter. Je sais pas, j'extrapole. Mais... Peut-être que c'est en lien, mais il y a une question aussi sur Zoom. Il me semble qu'il prolonge un peu la discussion qui s'est entamée. Une question de Juliette Lavallée qui disait « J'ai l'impression que les communautés antifans ont vraiment pris de l'ampleur dans les dernières années. Est-ce uniquement une impression? Et si c'est le cas, pourquoi sont-ils de plus en plus présents en ligne ?» Merci Juliette pour la question. Pourquoi ils prennent plus de place? Ben, j'ai l'impression que ça revient un peu à ce que je viens de dire, là, mais... Ouais, je peux pas me répéter. Je dirais, en fait, la raison, bon, on le sait que par ailleurs, et c'est ce qu'on voulait montrer aussi avec notre étude, donc s'intéresser au discours et aux productions des fans et anti-fans, c'est pas simplement s'intéresser à ce qui se dit autour d'une série, ça s'inscrit dans un contexte socioculturel beaucoup plus large, qui montre aussi que, bon, les études de fans, c'est loin d'être un champ de recherche isolé, et en ce sens-là, on le sait qu'il y a une polarisation idéologique dans la société actuellement. Alors, c'est clair que la présence de plus en plus importante des anti-fans témoigne de ces clivages idéologiques qu'on trouve dans nos sociétés actuellement, et notamment aux États-Unis, bien évidemment. Et par ailleurs, ben, je pense aussi que dans certains cas, bon, évidemment, je pense qu'il y a aussi une volonté de monétiser. Comme on disait, il y a beaucoup de ces gens-là ensuite qui nous invitent à poursuivre nos visionnements sur des chaînes YouTube. Et évidemment, ces discours-là, grandement alarmistes, qui défendent la théorie du grand remplacement, bien évidemment, ça vient chercher les gens d'un point de vue émotionnel et probablement aussi que ça aide à faire de l'argent parce que ces gens-là sont ensuite prêts à regarder des heures et des heures de contenu du même type. Alors que si, évidemment, on trouve simplement que c'était une bonne idée de rendre la série Rings of Power et donc l'univers Lord of the Rings, le rendre plus inclusif, bien, probablement qu'une fois qu'on a regardé quelques messages, on va passer à autre chose. Alors, je pense que c'est ça, la volonté de monétisation des contenus, y compris des fans et anti-fans, mène probablement à l'exacerbation de ces logiques-là. Merci beaucoup. Je suis désolée, c'est très frustrant comme exercice. On est obligé de essayer de respecter vraiment